La Commission européenne, tout comme le FMI, ont revu il y a quelques jours à la baisse les prévisions de croissance françaises pour 2026. Je donne les chiffres, 0,8% d'un côté, 0,7% en 2026, en dessous de l'objectif du gouvernement qui est encore à 0,9%. Bonjour Xavier. Bonjour David. Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Pardon, je ne veux pas confier dans la sinistrose, mais quand même, on a quand même pas mal d'indices qui font état d'une dégradation de l'activité économique après un premier trimestre qu'on a largement commenté ici sur Boursorama, d'une stagnation de l'activité en France. Et encore, on a été sauvé cette croissance zéro par les stocks. On a les indices PMI flash, mais qui ne sont pas bons, au plus bas depuis le Covid. C'est le moral des chefs d'entreprise. L'indice INSEE climat des affaires, certes, qui a stagné en avril, la composante commerce de détail, elle décroche. On a ce matin le moral des ménages des Français en baisse de 2 points, je parle sous haut de contrôle, au plus bas depuis 3 ans. Les signaux qui sont envoyés sont quand même très alarmants, alors qu'on a une croissance zéro au premier trimestre. Oui, les signaux sont alarmants, et ils sont en ligne avec ce qu'on observe sur les marchés de l'énergie, la hausse du prix du pétrole principalement, un peu celle du gaz, liée au conflit en Iran, qui devait être très court et qui s'éternise, avec aujourd'hui un blocage au moins partiel du détroit. On a un ministre de l'économie, Roland Lescure, qui nous dit l'économie française résiste. Quand on voit ces chiffres, on sent bien que ça ne résiste pas, en fait. Là. Non, là, c'est pas tellement qu'on résiste, c'est plutôt qu'on est dans la parabole de celui qui tombe de l'immeuble, c'est-à-dire jusqu'ici, tout va bien, quoi. Le sol se rapproche, et donc ça commence à se voir, et ça commence à se voir, par exemple, dans l'indice de confiance des ménages, parce que c'est finalement eux qui sont en première ligne, ils ont vu la hausse des prix de l'essence très rapidement après le début du conflit, ils ont entendu qu'on leur a dit que c'était temporaire, que ça n'allait pas durer, mais ils voient aujourd'hui que ça s'est installé, qu'on ne revient pas à la normale, que l'essence a pris 20 centimes. C'est pas un choc massif, 20 centimes de plus sur l'essence ou 20% de plus sur le pétrole, mais c'est un choc important qui suffit à effectivement casser une machine de croissance qui était déjà pas qui était déjà encalminée au premier trimestre. Voilà. Et puis, en fait, si ça s'installe, ça va aller en s'amplifiant. Pour différents mécanismes qu'on va développer, mais voilà. Donc la réalité aujourd'hui, c'est que les consommateurs, pour l'instant, présentement, ils achètent moins, ils revoient leurs projets à la baisse, souvent, pas toujours, mais quand même. Pareil pour les entreprises qui reportent les projets d'investissement, qui lèvent le pied sur les embauches, et tout le monde ne boit pas du noir, mais n'a plus de lunettes roses. Cet attentisme, pour un agent économique, elle est logique en même temps. Alors, c'est pas que de l'attentisme, hein. C'est aussi le prix des carburants qui est plus élevé, donc la facture à la pompe qui est plus élevée. Et donc, du coup, un certain nombre de comportements de réponse à ces prix plus élevés, qui sont d'abord, premièrement, de réduire ses consommations de carburant, en essayant par tous les moyens de faire des économies. L'on voit d'ailleurs dans les ventes de carburant qui sont en baisse entre 11 et 14%, voilà. Avril et mai. Donc, il y a une hausse de 20% des prix, une baisse entre 11 et 14% des volumes. Ça veut dire que la facture continue d'augmenter, malgré tout, malgré cette baisse des volumes, donc malgré les économies qui sont faites en roulant moins vite, en faisant du covoiturage, en reportant un certain nombre de déplacements, en faisant du télétravail pour ceux qui peuvent. Voilà, sachant que ça ne touche pas tout le monde de la même façon. En tout cas, tout le monde ne peut pas réduire sa consommation d'essence de la même façon. Donc il y en a qui sont contraints et qui doivent encaisser le prix plus important de l'essence par des dépenses supplémentaires. Et quand vous avez des dépenses supplémentaires qui sont inattendues et qui sont importantes, vous reportez ces dépenses sur moins de dépenses à côté. Et vous enclenchez ce cycle de contraction de la consommation. Alors, pour le moment, je pense que les entreprises sont un tout petit peu à l'abri de ce mécanisme. Il y en a quand même quelques-unes qui consomment de l'énergie. À commencer par la construction, tous les services de livraison, mais aussi les restaurants, les boulangeries, donc tous ceux qui ont des consommations d'énergie importantes, qui voient aussi cette hausse des coûts et qui ne peuvent pas la transmettre dans leur prix. Donc là aussi, qui vont serrer tous les boulons pour passer ce moment. En espérant qu'il ne dure pas trop longtemps. Ouais, on dit ça semaine après semaine. Hein. On dit ça chaque semaine après chaque semaine, et chaque fois on rajoute une semaine, évidemment, tous les expédients auxquels on a eu recours pour essayer d'absorber la chose sont dépassés, et donc il faut en trouver d'autres. Est-ce que l'impact de cette guerre au Moyen-Orient, avec des négociations, on l'a compris, qui patinent, malgré ce qui a été annoncé par Donald Trump il y a ce week-end, est-ce que l'impact sur l'économie française
sera plus important que ce qu'on nous dit, que ce qui est prévu aujourd'hui? Alors ça dépend un peu de ce qui est prévu. Le gouvernement a cherché plutôt à rassurer et à minimiser. Bon, ça c'est une stratégie qui en vaut une autre. Si vous regardez les dernières prévisions de la Banque de France, par exemple, en mars 2026, donc il n'y a pas très longtemps, il y a quand même 3 scénarios, dont un dit défavorable et l'autre très défavorable, qui sont loin d'être positifs. Dans le scénario très défavorable, l'inflation, elle monterait à 3,3% en 2026, donc quelque chose de très important. On est à 2,2 au mois d'avril. Ouais. Là, ça serait 3,3 sur l'ensemble de l'année. Ouais. Pour l'ensemble de l'année, on va être plutôt à 2,5, compte tenu de ce qui est déjà engrangé du côté des prix à la consommation. Mais surtout, en fait, la Banque de France prépare à une nouvelle étape dans cette crise. C'est-à-dire que si elle s'installe, il va y avoir une hausse des taux d'intérêt de la Banque Centrale Européenne. Oui. Pour répondre 90% des acteurs de marché attendent une hausse de taux dans quelques jours. Bon, je pense que dans quelques jours, elle n'aura pas lieu, parce que je pense que la Banque Centrale... En juin ? Oui. Je pense que la Banque Centrale... Le pari est pris. Oui, on peut prendre le pari. Je pense que la Banque Centrale va quand même, là aussi, plutôt préparer les esprits, mais sans prendre de décision. Parce que imaginez que ça soit négocié demain et que le prix du pétrole redescende très très vite. À ce moment-là, on aura une détente immédiate et donc il faudrait que la Banque centrale baisse ses taux. Donc là, elle cherche plutôt à contrer les risques d'inflation de second tour. Donc pour le moment, il vaut mieux annoncer des hausses, ne pas les faire, faire penser à tout le monde qu'on va les faire, mais gagner... Je ne suis pas dans votre sens. Mais bon, on verra. La réponse dans 15 jours. On verra. Est-ce que le scénario d'une récession technique, quand on a un PIB qui baisse sur 2 trimestres, est-ce que ce scénario gagne en crédit? On a encore une fois une croissance nulle au premier trimestre. Est-ce que le T2 et le T3, deuxième, troisième trimestre, pourraient être négatifs? On aura le chiffre de l'INSEE au cœur de l'été, je crois que c'est le 30 juillet. Est-ce qu'ils peuvent être négatifs? Oui, ils peuvent être négatifs. Pour avoir une croissance négative en 2026? Non. Bon, après, on peut avoir un trimestre négatif. 2 trimestres négatifs, ça serait vraiment une correction très sévère. Voilà, on n'est pas vraiment dans le scénario d'une récession, on est vraiment dans le scénario d'une stagflation. Il y en a quand même des signaux de plus en plus alarmants qui tombent. Oui, on a des signaux alarmants. Enfin, je veux dire, il y en a un autre que vous n'avez pas cité, qui est quand même important, qui est la hausse du chômage. Vous avez raison, au-delà de 8%. Voilà, donc qui montre aussi que dans le revenu des ménages, l'emploi, la hausse du chômage, tout ça vont venir à manquer. Si en plus il y a une hausse des prix et que les salaires ne s'ajustent pas. Alors oui, si les salaires ne s'ajustent pas, il n'y a pas de raison trop d'augmenter les taux d'intérêt non plus. Donc vous risquez de perdre votre pari, David, que vous avez pris. Je parlais du mois de juin, sur le mois de juin. Que vous avez pris un peu vite là-dessus, mais je pense que mais doublons la somme. Je pense que les données sur les salaires sont aujourd'hui pas du tout inquiétantes et donc. On détruit combien de postes en France depuis plusieurs trimestres? On est sur 20 000 par trimestre, c'est ça? Oui, à peu près, quelque chose comme ça. Bon, oui, donc alors, mais qui est pas lié à cette situation-là, qui est vraiment lié à l'atterrissage qui prend vraiment beaucoup de temps de la crise du Covid et de tous les dispositifs de soutien qui ont été mis en place au moment de la crise sanitaire, mais aussi au moment de la première crise énergétique avec l'invasion. Donc là, on se prend une deuxième vague, on se prend une nouvelle vague. Et là, on se prend une nouvelle vague. Mais il y a eu beaucoup de dispositifs de soutien qui sont arrivés à expiration, et c'est vraiment ça qui a provoqué ou qui provoque ces destructions d'emplois, qui sont la contrepartie de très bonnes tenues de l'emploi auparavant. Donc, vous voyez, bon, on ne peut pas rajouter ça trop dans l'assiette. Mais en tout cas, ça veut dire que oui, on a un fonds de croissance qui n'était pas très bon et qu'on a un choc négatif qui est pas massif, mais qui va quand même être significatif. Donc là, on se dirige vers un demi-point de croissance en moins en 2026. Lié. Et les autres, quand on se compare, quand je me regarde, je m'angoisse, quand je me compare, je me rassure, ça fonctionne ou pas? Par rapport aux autres pays européens, on s'en sort comment? Par rapport aux autres pays européens, on s'en sort ni mieux ni moins bien. Ventre mou. Oui, enfin, vraiment, là, de ce point de vue-là, il n'y a vraiment aucune originalité de la France. Peut-être que ce qui fera un tout petit peu la différence, c'est que pour différentes raisons... ont des moyens budgétaires que nous, on n'a pas. Voilà. Pour différentes raisons, le gouvernement a décidé de ne pas apporter de mesures de soutien massives. Bon, il y a quand même des mesures de soutien qui ont été... On est sur 1 milliard et quelques, voilà, 6 milliards. Ce qui n'est pas totalement négligeable, mais
qui est moins que ce qui se fait dans d'autres pays. Mais d'autres pays qui ont plus de marge de manœuvre budgétaire que nous et nos 5 et quelques pourcents. Je laisse juge de cette question, ça c'est un autre débat. C'est un chiffre, c'est mathématique. On a des déficits alors, donc du coup, qui sont moins élevés que le nôtre. Ok. Mais en tout cas, voilà, donc le gouvernement a fait, en tout cas, reste sur cette position. Bon, voilà, ça aura un petit impact, mais c'est assez minime, parce que malgré tout, je veux dire, on parle de dispositifs d'aide qui vont être de 1 milliard, qui auraient pu être de 4 ou 5 milliards, donc on n'est pas non plus sur un bazooka et sur une relance de l'activité. Il y a quand même une bonne nouvelle. Ah oui, bah tiens, en finissant sur une bonne nouvelle. Ah oui. Il y a quand même une bonne nouvelle, c'est un peu étonnant. Merci Xavier. C'est quoi? Non, c'est que il y a eu, avec la remontée de l'inflation, des tensions sur les taux souverains, qui ont été très nettes pour les taux américains. Et les taux allemands, les taux français, en fait les taux européens, se sont détendus ces quelques derniers jours. Petit peu, pas beaucoup. Un petit peu, mais c'est quand même assez notable. On est à combien sur 10 ans français? On est à 3,60, un truc comme ça, non? On est à 3,65, mais on a perdu. Vous savez à combien on était le 28 février? Le 28 février. Oui, la veille de la guerre en Iran. La veille de la guerre en Iran, 3,45? On était à 3,20. 3,20. Mais c'est comme quasiment 50 points de base de hausse, c'est pas négligeable. Certes, mais si on se compare aux États-Unis, là pour le coup, la tension des taux souverains aux États-Unis, elle continue, elle est très forte. Et, on a combien sur le 10 ans américain? On est, j'adore. On est 1,4 au-dessus du taux allemand, donc on doit être le taux allemand il est à 3,2, on doit être à 4,6. Exactement, comme ça. On est autour de 4,6. C'est ça. Eh ben merci. Donc la note positive, c'est quoi là-dedans dans l'histoire? La note positive, c'est cette détente qu'on observe sur le taux allemand, sur le taux français, et qu'on n'observe pas sur le taux américain. Donc, ce qui montre que la crainte d'une inflation incontrôlée, d'un dérapage budgétaire, en tout cas sur les marchés financiers, elle est bien différenciée aujourd'hui entre l'Europe et les États-Unis. Et que les marchés, mais que les Américains sont, je veux dire, non seulement, c'est de la folie de faire négocier la sortie de ce conflit par les Américains. Bon, en même temps, c'est eux qui l'ont provoqué, mais on n'a pas trop le choix. Mais c'est quand même de la folie, parce qu'une négociation avec Donald Trump aux commandes, ça produit des résultats qui sont quand même plus qu'inattendus. Et ça, c'est pour parler par euphémisme. Mais en plus, il va y avoir toute la question, aux États-Unis, de la gestion de l'inflation induite. Oui. Ils sont à 3,8% d'inflation. Oui, donc ce qui est quand même très très fort, très rapide, avec un nouveau gouverneur de la Banque centrale qui a été mis en place par Donald Trump et dont on n'a aucune idée de ce qu'il va faire, avec une rupture possible de l'indépendance de la Réserve fédérale américaine. Et bon, tout ça, ça jette des doutes sur le dollar. C'est pas très bon pour les États-Unis, c'est peut-être un peu logique et légitime que ce soit, au bout d'un moment, on finisse par douter du dollar, vu la conduite des affaires aux États-Unis, qu'elles soient économiques ou géopolitiques. Et l'avantage de ça, c'est que ça provoque un report vers l'Europe et que ça peut être un élément plutôt favorable qui va un peu alléger. On prend. Voilà, on prend. On prend. C'est une bonne nouvelle, on la prend. Allez, merci. Explication signée Xavier Timbaud, directeur principal de l'OFCE. Merci Xavier. Merci David.